Alors, dans cet épisode, ça va pas être creuser un sujet technique comme le premier épisode, ça va pas non plus être une revue d'actualité comme le deuxième épisode. Cette fois-ci, on va prendre un peu plus de hauteur de vue et donner un petit peu bon, pas une vue d'ensemble, mais quelque chose un peu d'intermédiaire, où ça va essentiellement être mon point de vue, du coup, sur le niveau de maturité, les différentes menaces et la confiance que l'on peut accorder d'une part dans la sécurité des applications web et d'autre part dans la sécurité des réseaux, des infrastructures internes des entreprises et on va comparer un petit peu euh, les deux. Euh, et donc expliquer les raisons qui, selon moi, pour laquelle sont à l'origine d'une différence de niveau de maturité, qui sont pas exposés aux mêmes menaces et et puis dans lequel les gens qui les administrent accordent pas le même niveau de confiance non plus. Alors, juste histoire de faire un petit tour du niveau de sécurité de l'état de la menace sur différents périmètres en test d'intrusion. Donc bien sûr, pour des auditeurs, des ingénieurs en test d'intrusion, il y a plein de missions possibles, du test d'intrusion, d'applications web, d'applications mobiles, d'infrastructures internes, d'infrastructures externes, etc., etc. Mais on va dire les deux principaux qu'on retrouve souvent, c'est les tests d'intrusion sur des applications web et les tests d'intrusion d'infrastructures internes. Donc, en fait, souvent sur les tests d'intrusion d'applications web, on va avoir en moyenne un petit peu une maturité, enfin, et de manière générale, sur tout ce qui est exposé sur Internet, une maturité un petit peu plus grande, enfin, en tout cas, un niveau de sécurité un peu plus élevé, parce que, en fait, on est directement exposé sur Internet au monde entier. En tout cas, pour les applications, enfin, qui sont par exemple des blogs, des plateformes de e-commerce, même un site institutionnel, enfin vraiment qui est accessible publiquement. Parce qu'après, pour toutes les plateformes, on va dire, de solutions d'entreprise ou trucs comme ça, où finalement, de public, il y a juste une mire d'authent et après toutes les fonctionnalités, elles sont authentifiées, c'est un peu moins le cas. Et donc du coup, en fait, de manière générale, on va dire qu'il y a deux types de menaces. Il y a un attaquant qu'on va dire opportuniste. Donc lui, en fait, il vise personne en particulier. Il attend juste enfin, il attend pas, mais il recherche le bon coup. Il, euh, il va souvent balayer un petit peu tout Internet au hasard, ou alors il va identifier une vulnérabilité et puis il va l'essayer un peu partout. Euh, ou alors il va attendre qu'il y ait une nouvelle vulnérabilité qui est publiée pour tout de suite aller la tester, etc. Donc ce genre de cybercriminels-là, en général, c'est des gens qui sont pas forcément hyper compétents. Donc en fait, ils peuvent avoir un outil, un scanner ou un truc et le balancer partout sur Internet à l'aveugle sans même faire une reconnaissance au hasard. Donc c'est pour ça que bon, des gens qui regardent un petit peu des fois les logs les journaux d'événements de leur serveur web, ils peuvent se rendre compte que bon, ils ont une application statique et puis il y a un bot qui est venu tester 500 charges utiles d'applications PHP dessus ou des trucs comme ça, parce que c'est pas forcément ciblé. Euh, et puis l'autre type de menace, du coup, ça va être, enfin, les attaquants ciblés. Donc après, les attaquants ciblés, ça peut être un peu différents profils. Donc ça peut être, en fait, par exemple, pour un grand groupe industriel, ça peut être un concurrent qui essaye de lui voler un secret industriel pour avoir un avantage ou pour le discréditer, pour gagner des parts de marché. Ça peut être des groupes
de cybercriminels avec un niveau avancé, qui vont être des APT, ça peut être des agences de renseignement, etc., etc. Et donc eux en général, bah, et du coup la différence c'est qu'en dehors du fait qu'ils ont un niveau et des moyens plus élevés, c'est qu'ils vont cibler en particulier une entreprise, un système, une application, et ils vont se donner tous les moyens en gros pour cibler cette application-là. Euh, et donc du coup, en fait, bah, sur des applications qui sont exposées sur Internet, comme sur les applications web, du coup, on est exposé, enfin, à ces deux types de menaces, mais probabilistiquement beaucoup plus des attaquants opportunistes. Bah, par exemple, qui vont tirer profit de faux dan ou de moteurs de recherche d'indexation comme ça, de vulnérabilité, de ports, de services exposés, etc. Et donc on est à peu près sûr que si on expose quelque chose sur Internet, bah, il y a voilà, des, des attaquants opportunistes, des robots, des trucs qui vont venir scanner et tester un peu la sécurité de notre truc. Donc en général, quand on n'est pas sécurisé, ben, très très vite, quand on est sur Internet, on va se faire compromettre. Ce qui oblige à avoir de facto un niveau de sécurité à peu près décent. Parce que après l'idée d'un attaquant opportuniste, c'est que lui, il va un peu s'attaquer au plus faible, quoi. Donc, si votre truc, bon, montre de la résistance, il n'y a aucun moyen trivial ou qu'on peut identifier en un claquement de doigts, lui, il va passer à autre chose. Euh, et donc, en fait, on a un niveau de sécurité, voilà, qui est un peu meilleur. Donc souvent, par exemple, dans les thèses, enfin, d'intrusion sur les applications web, les parties où on va trouver des vulnérabilités fortes ou critiques, c'est souvent derrière des pages authentifiées, ou alors qui vont nécessiter de connaître le code source de l'application pour pouvoir l'identifier, ce genre de choses. Et après, en fait, tout ce qui va être sur la partie vraiment publique, sans non authentifié, etc., ça va être plutôt en général des vulnérabilités assez faibles. Donc après, je dis c'est dans la moyenne, hein, il y a toujours des exceptions. Et du coup, si on passe aux infrastructures internes, donc le SI enfin des entreprises, tout leur réseau interne, en fait, leur infrastructure interne, qui comprend bah, leur poste de travail, leurs imprimantes, leurs serveurs, leur Active Directory ou autres annuaires, etc. Et puis potentiellement tout un tas d'objets connectés ou que sais-je, leur flotte mobile, etc. En fait, souvent, euh, ces infrastructures, elles ont le nom de interne, c'est bien pour une chose, c'est qu'elles sont en interne de l'entreprise et en général, elles ne sont pas exposées sur Internet. Donc là, en fait, en termes de menaces, en fait, il va pas y avoir forcément la même menace qui pèse sur l'entreprise, parce qu'en fait, tout ce qui est, euh, moi j'ai répété beaucoup le mot en fait, mais tout ce qui est script kiddies, bot, etc., euh, ne va pas exister puisque il n'y a rien d'exposé sur Internet. Donc après, on va avoir quand même un risque d'attaque opportuniste qui va être les attaques de hameçonnage. Euh, où là, c'est pareil, ça va être opportuniste parce qu'en général, ça va pas être ciblé, ça va être envoyé à plein d'entreprises ou des adresses de courriel qui ont été collectées à droite à gauche sur des sites confuités ou ce genre de choses. Et puis en général, bon, les hameçonnages comme ça, génériques, bon, personne ne se fait trop piéger, puis c'est pas tellement pour voler des identifiants d'un utilisateur de l'entreprise ou ce genre de choses. C'est des trucs un peu bidons, on vous invite à rentrer votre carte bancaire ou enfin, des choses comme ça. Et puis après, il va y avoir toute la partie attaque ciblée. Mais en général, bon, pour qu'on commence à intéresser par exemple euh, un service de renseignement étranger ou ce genre de choses, en général, ça va être des entreprises qui font plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, qui vont, ça va concerner un très petit nombre d'entreprises. En général, quand des petites, moyennes entreprises, donc après, moyenne entreprise, ça peut être quelques millions de chiffre d'affaires quand même, hein, bah, on va pas intéresser des acteurs de cette envergure-là
Bon, après, un petit peu pareil pour les gros APT, les trucs comme ça. De toute façon, souvent derrière, c'est aussi des acteurs étatiques. Donc voilà, donc après, on peut intéresser du crime organisé qui va un petit peu cibler les entreprises les plus juteuses sur des critères technologiques ou de maturité. Et puis, bah, il peut toujours y avoir le risque de se faire cibler par un concurrent. Et puis, donc ça peut comprendre des attaques sur une petite partie. En fait, par exemple, on va avoir une DMZ, une zone démilitarisée, où on va avoir un site web ou un truc comme ça, ou un intranet qui est exposé sur Internet et qui est connecté au SI. Donc en général, ça, on va essayer de le cloisonner, de filtrer bien euh, les flux qu'il y a entre cette DMZ et le reste du SI interne pour que justement, si cet actif qui est exposé sur Internet se fasse compromettre, on ne puisse pas rebondir sur le réseau interne. Mais souvent, la partie exposée, elle est très réduite. Donc, le vecteur d'attaque pour rentrer dans l'entreprise, souvent, c'est plus le hameçonnage. Donc là, sur une attaque ciblée, la personne, elle va peut-être faire un peu d'ingénierie sociale, de se renseigner pour en fait écrire un courriel où elle va essayer avec du typo squatting, peut-être d'utiliser un domaine similaire ou de se faire passer pour quelqu'un ou un client de l'entreprise. Donc elle va essayer de donner le maximum de données crédibles pour que la personne ciblée ne se pose pas de questions et que ça lui paraisse légitime. Et en fait, du coup, cette entrée dans le réseau interne de l'entreprise, qui autrement n'est rarement exposé sur Internet, sauf des fois quand il y a, par exemple, un VPN, et puis qu'il y aurait des identifiants qui auraient fuité sur Internet et qu'il n'y aurait pas plus de sécurité que ça, par exemple, avec un deuxième facteur ou avec un filtrage ou une identification du PC depuis lequel se connecte le client VPN ou ce genre de choses. En fait, il y a plus ou moins, on va dire que pour simplifier les choses, en dehors de la DMZ et d'un serveur VPN ou du genre de choses, on va dire qu'il n'y a rien qui est exposé sur Internet. Et donc, du coup, le vecteur d'entrée, bah, à chaque fois, ça va être le hameçonnage. Euh, donc, on va espérer que clique sur un lien ou exécute une pièce jointe malveillante pour que, en fait, après, le, le, le maliciel s'exécute au sein du réseau interne de l'entreprise. Et donc ça fait qu'il y a une porte d'entrée qui est assez petite et qui peut être surveillée, même si c'est le facteur humain, c'est le plus difficile à sécuriser. Et donc, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un faux niveau de confiance. En fait, ils se disent, bah voilà, bon, j'ai un tas de sécurité qui est X ou Y, mais a priori, bon, ça fait 10 ans que c'est comme ça, et je me suis jamais fait compromettre. Donc, c'est que je dois pas être si mauvais en termes de sécurité que ça, puisque je me suis jamais fait attaquer. Sauf que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart, enfin, quand on n'est pas une entreprise très importante que tout le monde va vouloir cibler, bah, en fait, il y a personne qui s'intéresse à nous en particulier. Donc, ça va être plutôt une menace opportuniste. Et la menace opportuniste, bah, on n'est pas vraiment concerné pour l'infrastructure interne, vu qu'il y a plus ou moins rien qui est exposé sur Internet. Et donc, en fait, souvent, bah, quand on s'est pas fait compromettre pendant 10 ans, 20 ans ou que sais-je, bah, c'est pas parce qu'on avait un bon niveau de sécurité, mais en fait, mais c'est parce que on avait, en fait, parce que jusqu'à présent, personne ne s'est intéressé à nous. Personne n'a essayé de nous attaquer. Et donc, des fois, il peut y avoir une défiance un peu auprès des auditeurs après un test d'intrusion, par exemple. Oui, oui, vous recommandez de faire ça, mais bon, ça va nous prendre trop de temps. Et puis vous avez réussi parce que vous êtes des experts, patati patata. Et puis bah voilà, ça fait 10 ans, on s'est jamais fait pirater, donc en vrai ça va, c'est pas urgent de corriger ça, on verra plus tard quand on aura le temps. Alors que non, et alors que en fait, en plus, enfin c'est un secteur où c'est compliqué de recruter le test d'intrusion, donc c'est un secteur aussi où il y a beaucoup de juniors qui ont 1 ou 2 ans d'expérience qui sont pas forcément qui sont pas à proprement parler des experts dans le sens où ils auraient au moins 7 ans d'expérience et qui soient très pointus sur des sujets en particulier. En général, c'est plutôt des débutants, quoi, ou des gens à des profils confirmés, mais pas forcément des experts.
Et en fait, ils ont juste, eux, réussi, non pas parce qu'ils ont un niveau d'expertise exceptionnel, mais en fait, parce que justement, ils ont ciblé, pendant le test d'intrusion, ils ont ciblé l'entreprise. Donc ils ont cherché pendant, par exemple, une semaine, absolument à trouver des vulnérabilités et à exploiter, quoi. Et puis eux, en fait, ils étaient du coup dans le réseau interne directement. Donc en fait, ils avaient pas cette barrière d'entrée en fait qui protège, qui est le LAN en fait, qui est la grande barrière de protection. Et donc, en fait, le risque de cette fausse confiance de niveau de sécurité, c'est que qu'il soit conscient ou inconscient, en fait, qu'il soit inconscient parce que on se dit, je me suis jamais fait attaquer, donc c'est que j'ai un bon niveau de sécurité, ou qu'il soit conscient, pardon, en se disant, bah oui, c'est parce que j'ai rien qui est exposé sur Internet, c'est un LAN, donc personne peut rentrer dans le réseau de mon entreprise. Euh, Sauf qu'en fait, on oublie que, bah, par exemple, bah, sur le hameçonnage, en fait, le facteur humain, si on a une entreprise où il y a 100 personnes, même s'il y a 99% des gens qui sont attaqués, il suffit qu'il y ait une personne qui clique pour que, en fait, après, le malware se retrouve, le maliciel se retrouve au sein du réseau interne de l'entreprise, le logiciel malveillant. Et puis, du coup, après, c'est comme s'il était physiquement présent dans l'entreprise, une fois qu'il a, par exemple, compromis le poste d'un utilisateur qui a exécuté la pièce jointe malveillante. Et après, on oublie aussi la menace physique, c'est qu'en fait, il y a plein d'entreprises, on rentre dedans comme dans un moulin, il n'y a pas de contrôle d'accès physique, il n'y a même pas forcément un accueil, c'est très facile. Bah, après, il y a des prises d'Ethernet un peu partout, même dans les couloirs, dans les trucs, dans les machins, il n'y a pas de contrôle d'accès réseau sur ces prises-là, donc en fait, bon, enfin, si on cible l'entreprise, on peut très bien rentrer, se brancher sur le réseau, enfin, et après. Du coup, cette barrière d'entrée du LAN, bah, du coup, n'en est pas une quand on a un accès physique, en fait. Et donc, le risque de ça, de cet abus de confiance, enfin, cette surconfiance dans son niveau de sécurité, dans le fait qu'on ne peut pas se faire attaquer parce qu'on n'est pas exposé, bah, c'est qu'en fait, après, euh, il y a souvent, quand on fait des tests d'intrusion sur des infrastructures internes, en tant qu'auditeur, en général, la première journée, et souvent c'est plus une question d'heures, on arrive à devenir administrateur du domaine de l'Active Directory et puis pouvoir compromettre quasiment l'ensemble des machines et des serveurs, sauf des fois quelques-uns qui sont pas joints au domaine ou des choses comme ça. Et bon, nous on est habitués, ça nous semble normal que en fait c'est ça pour tous les clients et quelle que soit leur taille, même des banques, même des ci, même des ça, même des grandes entreprises où on peut s'imaginer qu'ils aient un niveau de sécurité parce qu'ils ont des grosses équipes ou quoi. Non, en général, la première journée, on arrive à tout compromettre. Et parce que en fait, il y a ce sentiment de confiance par rapport au fait qu'on n'est pas exposé. Le truc qu'on retrouve le plus souvent, en fait, c'est que tout le réseau interne est à plat où il n'y a pas de vrai cloisonnement. C'est-à-dire que en fait, normalement, enfin, là, une fois qu'on va être sur le réseau de l'entreprise et qu'on va avoir réussi à voler un compte utilisateur, par exemple, eh ben, on va pouvoir se balader et se connecter à peu près n'importe où. Parce que depuis juste un utilisateur normal, légitime, avec son PC, il a accès absolument il peut contacter toutes les autres machines de l'entreprise, tous les serveurs, tous les services, tous les partages, tous les trucs, tout est accessible. Donc c'est ce qu'on appelle un réseau à plat, donc qui peut être découpé, hein, par exemple, qui peut être, on va dire, segmenté, en fait, qui peut être en plein de VLAN, logique. Donc j'ai les serveurs ici, j'ai tel service là, j'ai tel service là, et ainsi de suite. Mais après, il n'est pas cloisonné parce qu'il n'y a pas de filtrage entre ces différents segments du réseau, ces différents sous-réseaux, etc. Et donc, ce qui fait que bah, l'attaquant, lui, en fait, quand il a, par exemple, depuis un hameçonnage, il a exécuté un logiciel malveillant sur la machine d'une victime, lui, bah, pareil, il va avoir accès à l'ensemble du réseau sans restriction. Ou si c'est branché physiquement, en rentrant dans les locaux, pareil. Et puis, bah, comme il n'y a pas une très grande sécurité, en fait, après, vu qu'on a accès à tout, bah, la surface d'attaque, elle est énorme. Et donc, forcément, on va réussir à trouver des moyens. Alors que, en fait, normalement, bah, il faudrait la première des choses
Avant tout le reste, en fait, il faudrait déjà avoir une architecture de son réseau qui soit sécurisée en soi. Donc, par exemple, on pourrait penser à avoir un LAN, un sous-réseau pour les utilisateurs, un pour les serveurs, et puis peut-être cloisonner entre différents serveurs, donc peut-être un pour les serveurs de production, un pour sur les serveurs de test, un autre pour des serveurs de, je sais pas, par exemple, de partage de fichiers ou qui aurait un autre niveau de sensibilité, par exemple, pour tous les trucs de la paie ou de la compta ou je sais pas quoi. Et puis se dire maintenant, bah en fait, voilà, bah, mon sous-réseau, j'ai les utilisateurs de l'administratif, ils vont avoir le droit d'avoir accès, donc ça en termes de règles de pare-feu, à tel sous-réseau où il y a les serveurs administratifs de compta, etc. Mais tous les autres utilisateurs de l'entreprise, eux, ils n'y auront pas accès. Où tous les utilisateurs de l'entreprise, ils vont avoir accès, par exemple, au serveur de partage, qui est dans le sous-réseau avec tous les partages de fichiers. Par contre, bah, tous les serveurs de production, en fait, il y a peut-être quelques-uns, on va donner accès, mais par exemple uniquement au port 443 pour qu'ils puissent accéder à telle appli web. Mais qu'ils n'aient pas le droit enfin, d'accéder en SSH, en RDP, en WinRM, en Samba et en que sais-je encore. Etc. Donc après, bah, par exemple, les serveurs de test, bah, qui sont souvent moins sécurisés, etc., pas durcis, bah, en fait, il y a peut-être que les développeurs de l'entreprise qui vont y accéder. Tous les autres personnes, à la compta, dans l'administratif, même dans les métiers, mais d'autres métiers, ainsi de suite, ils n'ont pas besoin d'y avoir accès. Et en fait, c'est faire un espèce de filtrage comme ça sur le réseau de moindres privilèges, en fait, où chaque utilisateur, chaque serveur, chaque machine, elle a accès que à ce qu'elle a besoin, au lieu d'avoir accès à tout. Donc forcément, c'est plus compliqué que de rien mettre en place et de donner accès à tout. Mais en fait, c'est souvent jugé comme étant insurmontable alors que ça l'est pas. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir cette petite, euh, je trouve plus le mot, mais enfin à penser que en fait ça va être extrêmement compliqué parce que il faudrait qu'on commence par en fait identifier tous les flux de l'entreprise, de qui a besoin de quoi, et puis comme l'entreprise est grande, enfin ça va être un chantier monumental, etc. Et puis du coup, ça risque de bloquer des trucs, la production va plus marcher, patati patata. Et donc ce qui fait que souvent en fait c'est un problème qui est connu, qui est identifié, mais qui est jamais solutionné. Et puis on le priorise pas, donc on laisse faire ça. Et puis même quand on a eu un test d'intrusion où les auditeurs ont compromis tout le SI en 2 heures et qu'en fait ils auraient rien pu faire si le réseau était cloisonné, même si les machines étaient vulnérables, même si même ça, parce qu'en fait ils sont allés taper sur des machines de test, des serveurs, ils sont connectés en Samba, patati patata, alors que si on avait bien été cloisonné, en fait ils n'auraient pas eu accès à tous ces services-là. Et donc même s'ils n'étaient pas à jour, vulnérables, mal configurés, qu'il y avait des fuites d'informations, etc., bah, comme ils n'y auraient pas eu accès en premier lieu, bah, en fait, ils n'auraient pas pu les utiliser ou les compromettre. Et du coup, en fait, c'est pas si insurmontable que ça de cloisonner son réseau, parce qu'en fait, il faut pas attendre d'avoir la matrice de flux parfaite qu'aucune entreprise ne réussit à avoir en général. Euh, il faut se dire, bon, effectivement, on va peut-être passer voilà, une semaine à recenser, si on n'a pas déjà ça, où on a peut-être partir d'une matrice de flux incomplète et puis recenser, on va envoyer, je sais pas, un courriel à chaque chef de projet en lui disant, bon, dans ton service, les gars qui travaillent pour toi, à quoi ils ont besoin d'accès comme application, le truc de paie, le calendrier, l'application métier X ou Y, le truc pour faire son compte rendu d'activité, ainsi de suite. Et donc on va identifier comme ça toutes les applis génériques de l'entreprise, plus toutes les applis métiers que chaque service a besoin d'accéder. On va commencer à faire une petite matrice de flux. Ça va peut-être prendre 1 mois ou 2 mois ou que sais-je, voilà. Et après, en fait, au bout de ces 2 mois, évidemment, on n'aura pas une matrice de flux qui sera exhaustive. Il va forcément nous manquer des trucs. Mais il va falloir commencer en fait à implémenter cette matrice de flux-là dans les pare-feux. Donc pour des trucs où on est déjà à peu près sûr, par exemple que les utilisateurs ils n'ont pas besoin d'accéder au SSH, enfin je sais pas
en RDP sur l'Active Directory, à part les administrateurs. Bon, ça, on peut le filtrer, le bloquer directement. Enfin, voilà. Après, sur d'autres trucs, on n'est pas sûr qu'il va y avoir du blocage pour des accès à des serveurs applicatifs, qui a besoin d'accéder à quoi. Bah, déjà, dans un premier temps, on peut commencer à mettre ces règles en alerte et pas en blocage. Et donc, du coup, bah, à chaque fois qu'il va y avoir un truc, qu'il y a une règle qui essaye de bloquer, parce qu'on n'a pas ouvert le flux vers ce... Voilà. L'utilisateur, lui, il va pas être bloqué, il va pouvoir y accéder, mais nous, ça va nous remonter une alerte. Et donc après, on va peut-être voir, ah bah oui, effectivement, il y a plein de personnes qui essaient d'accéder à ce service-là. Donc on va demander à leur chef, leur responsable, etc. Ah oui, bah c'est un truc qu'on n'avait pas identifié, donc on va pouvoir peaufiner comme ça au fur et à mesure. Et puis quand on atteint un certain niveau de confiance et qu'on n'a plus trop d'alertes, et bah du coup on va se dire bah voilà les règles maintenant, celles qu'on n'était pas sûr, on va pouvoir les passer en blocage. Et puis après bah du coup dans un troisième temps vraiment traiter au cas par cas l'accès exceptionnel quoi. Que en fait il y a un gars dans une équipe une fois par an il a besoin d'accéder à tel service qu'on n'avait pas identifié, qu'on avait oublié, et puis même avec les alertes et tout ça, on l'avait pas vu. Et là, bah, il va peut-être ouvrir un ticket ou enfin peu importe la manière de gérer dans l'entreprise les demandes d'accès. Et puis là, on va lui ouvrir. Et en fait, il faut faire comme ça le truc de manière itérative, parce que si on attend d'avoir la matrice des flux parfaits, ben, on l'a jamais et du coup on fait jamais de cloisonnement. Et ça, sur les intrusions d'infrastructures internes, souvent le niveau de sécurité en interne, il est catastrophique. Euh, et, euh, et en fait, par exemple, mettre à jour tous les services, tous les systèmes d'exploitation, enfin, c'est titanesque, c'est hyper chronophage, c'est compliqué, tout ça. Mais si on avait déjà ce cloisonnement-là, en fait, bah, peut-être que déjà, voilà, tous ces serveurs qui seraient vulnérables, en fait, justement, ils seraient déjà pas accessibles. Et, euh, et donc, ça fait partie aussi, en soi, de la défense en profondeur, mais d'avoir une architecture sécurisée à la base. euh, Bah, enfin, ça va déjà peut-être faire 80% du boulot en fait, en termes de limitation de la menace. Et là, on parle même pas d'architecture complexe, 3 tiers, où j'aurais un réseau d'administration, un réseau de sauvegarde, etc. Là, on dit juste, voilà, il y a des machines, il y a des utilisateurs, qui a besoin d'accéder à quoi, et on met du filtrage, et voilà quoi. Et c'est pas si dur que ça. Donc, voilà pour le petit topo. Donc après, bon, je rappelle hein, que c'est un petit peu les grandes lignes, les tendances. Il y a plein de cas particuliers, d'exceptions qui confirment la règle, etc. Donc ça n'a pas une valeur absolue. Puis il y a toujours des clients qui sont beaucoup plus matures parce que dans leur équipe, ils ont des passionnés. Des fois, c'est vrai qu'on voit des grands groupes, il y a des équipes de 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, et tout le monde est débordé un peu. Alors, on ne sait pas toujours très bien faire quoi, peut-être avoir trop de réunions, trop de tâches administratives. Et puis, c'est une équipe de SI qui doit passer son temps à répondre à des tickets pour mettre en place ci, pour euh, aller débugger l'imprimante, et voilà. Et puis, en fait, ils se retrouvent à pas avoir de temps, par exemple, pour faire les tâches de sécurité. Donc après, quand c'est comme ça, qu'on n'a pas forcément des personnes dédiées à la sécurité sur le SI, après il y a des petits subterfuges pour essayer d'avoir du temps. Donc il y a des entreprises qui se disent, bah voilà, tous les personnes qui travaillent dans le SI, on va leur réserver un jour par semaine pour travailler sur des sujets de sécurité, parce que si on leur bloque pas du temps là-dessus, en fait, bah, ils sont absorbés tout le temps par les petits sujets urgents, entre guillemets, prioritaires, de réponse à un incident ou de réponse à des demandes, etc. Et puis du coup, ils traitent jamais la sécu. Et donc on va faire peut-être une réunion une fois par mois pour voir, pour faire un suivi sur les sujets de sécu et puis bloquer du temps. Mais bon, après, avoir un jour par semaine comme ça, c'est peut-être pas optimal, donc en fait, c'est peut-être bien finalement de traiter tous les projets de sécurité comme des demandes de fonctionnalité ou comme des incidents de sécurité, les rentrer dans l'outil de ticketing et puis les prioriser peut-être un peu plus ou rajouter une importance, un poids supplémentaire dessus pour qu'en fait elles soient priorisées par rapport à d'autres demandes ou d'autres
d'autres incidents que sinon on fait jamais les sujets de sécurité. Enfin après, c'est à chaque entreprise, à chaque DSI de trouver le moyen de s'organiser pour consacrer du temps à la sécurité, quoi, et pas être noyé, pas avoir le temps. Mais des fois, voilà, comme ça, on retrouve des équipes assez conséquentes et en fait qui n'ont pas le temps de faire de la sécurité, quoi. Donc où le niveau il est déplorable malgré qu'il y ait 20 personnes qui bossent sur le SI. Et d'un autre côté, des fois, on peut se retrouver des trucs où on se dit là, ça va être hyper vulnérable. Et en fait, il y a une DSI, enfin, avec deux personnes et un des deux administrateurs, c'est un passionné. Il a jamais fait de formation ou quoi que ce soit de sécurité, mais il essaye d'en faire sur son temps libre. Il fait de la veille, il lit des nouveautés, il teste des trucs chez lui, il joue un peu sur des plateformes de challenge, etc. Donc c'est pas, il n'a pas forcément le niveau d'un pentester, mais du coup il est au courant de plein de trucs et il a déjà mis en place plein de sécurité, de contre-mesures. Et il y a des clients comme ça qu'on va dire qu'ont une taille, un type d'activité, etc. où on s'attend à ce que comme 99% des clients, on les casse en moins de 2 secondes. Et en fait, bah non, parce qu'il y a un passionné dedans, etc. Donc c'est pas forcément la taille de l'entreprise ou son secteur d'activité qui compte. Après, c'est aussi un peu la manière de s'organiser, donc la gouvernance de tout ça. Comment on priorise, comment on traite les sujets de sécurité, combien de temps on y alloue, et puis après le niveau un petit peu de passion, des gens et de comment ils abordent ça. Si pour eux c'est un plaisir de faire de la sécurité, ou si c'est un gars où on lui a dit, et puis lui il voit ça comme une contrainte qu'il n'a pas envie de faire et qui va à reculons, quoi. Donc voilà. En tout cas, faut pas désespérer. Il n'y a rien qui est insurmontable. Et voilà, il faut pas avoir un espèce de surconfiance parce que c'est ce qui abaisse notre garde. Donc, faut être un petit peu conscient et réaliste sur les enjeux. Et puis, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire plus ou moins facilement et qui sont pas forcément des chantiers qui vont durer des années. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.